peut-être que dans cette seconde partie, il y aura des réponses aux questions précédentes. L'idée, c'est, comme Hélène et Céline me l'ont demandé, c'est de faire un retour sur des projets inspirants, en racontant une petite histoire sur des points positifs ou sur des points négatifs par rapport à ces projets. Ce que je tenais à dire dès le départ, c'est qu'évidemment, il n'y a pas l'exemple parfait et il n'y a pas un projet qui soit, en tout cas du point de vue biodiversité, le plus favorable. On est obligé d'aller glaner des choses qui sont bien dans des projets, qui sont bien dans d'autres. Et moi, mon discours, c'est vraiment de ne pas trouver le projet parfait. C'est un peu ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui en se disant on va cocher toutes les cases. Hein, dans tous les appels à projets, on coche toutes les cases et puis ça va être le projet parfait. C'est pas tant les cases qui importent, c'est plutôt la méthode. Et par rapport à ce que j'ai dit précédemment, j'essaie qu'on pousse vers une démarche plus scientifique pour aborder les projets et aussi intégrer les compétences biodiversité dans l'équipe projet. Ça, c'est vraiment mon combat. En fait, dans toutes les réunions sur l'aménagement, où je suis aussi évaluateur des écoquartiers, etc., ou simplement dans des projets d'aménagement, on arrive toujours en dernier, c'est-à-dire quand le plan masse a été fait, quand tout est sur la table, et puis là on nous dit, vous pouvez nous mettre de la biodiversité là-dedans, où est-ce que je mets mes nichoirs, où est-ce que je végétalise, etc. Et ce qui est vraiment le contraire de ce qu'on devrait faire. Et, je pense que l'écologue doit avoir aussi un choix sur la partie stratégique de l'aménagement. Et du coup, clarifier le rôle du naturaliste, de l'écologue et du paysagiste. Pour le dire en deux mots, le naturaliste, c'est celui qui va faire les études préalables, c'est celui qui reconnaît les espèces, qui va les identifier et qui va faire son diagnostic et le remettre à la maîtrise d'ouvrage. L'écologue, il a un rôle plus d'ensemblier, c'est-à-dire qu'il va prendre cette connaissance issue du rapport naturaliste et la traduire dans le parti d'aménagement, le parti architectural, dans l'agencement des lots, etc. Et puis le paysagiste, c'est le praticien, l'applicateur de ces préconisations qui ont été faites plus en amont, parce que c'est lui qui sait faire la conception d'espaces verts et d'espaces naturels. Et du coup, premier exemple inspirant pour moi, j'ai passé des années à essayer de trouver des projets d'aménagement ou d'architecture qui conservaient les arbres existants. C'est assez compliqué. Alors, moi, j'interviens plutôt dans des opérations moyennes ou grosses, pas souvent à l'échelle individuelle. Mais c'est assez difficile de trouver des quartiers qui intègrent les vieux arbres. Alors, j'en ai mis deux ici. Le quartier de la Courrouze à Rennes, où les bâtiments sont assez récents, alors que les arbres ont plus de 30-40 ans déjà. Et puis à droite, c'est le parc habité des Sècheries à Bègles, près de Bordeaux, où là aussi, on a un quartier très récent. Et puis, beaucoup d'arbres, dont celui-ci qui est juste à côté d'un parking. On ne sait pas ce qui se passe au niveau des racines, mais qui a plus de 60 ans. Et donc, j'essaie de pousser et de montrer ces exemples pour dire que on ne doit pas faire table rase lors d'un projet et puis après venir mettre des espaces verts tout neufs, mais au contraire, essayer de faire avec l'existant et de conserver le plus de nature possible dans son projet. Et là, c'est un bel exemple d'un partenariat avec un paysagiste, Charles Dard, à la Courrouze, et puis une équipe qui avait intégré des compétences en écologie également. De faire attention au sol dans les projets, c'est pour moi vraiment ce qui manque aujourd'hui. On s'occupe, comme on disait, du végétal, on va s'occuper des oiseaux, on va s'occuper de la faune qui nous intéresse, et de moins en moins, et pas souvent des sols. Ils ont une importance cruciale pour ce qui va se passer au-dessus. Et je trouve que cette illustration est la meilleure pour comprendre à quoi servent les sols. C'est une photo aérienne en Suède que j'ai repris d'un collègue du département de Seine-Saint-Denis qui montre 3 alignements d'arbres. Vous en avez 2 ici sur le côté de la route, je ne sais pas si on voit ma souris, et vous en avez un ici au milieu de la route. Vous voyez qu'ils ont un développement qui est complètement différent et pourtant ils ont été plantés à la même date, la même semaine. Et en fait, la seule différence est due au fait qu'au milieu de la route, ils sont dans des pauvres cuves de quelques mètres cubes dans lesquels ils ne peuvent pas pousser. Et puis, à droite, ici, ils sont en pleine terre, pratiquement. Et donc, le sol, la densité des réseaux racinaires, l'activité des micro-organismes va conditionner la qualité de la végétation en surface.
Il y a très peu de bureaux d'études qui proposent un diagnostic des sols, alors pas au sens pollution et sismicité, hein, mais au sens qualité biologique. Mais ça commence, il y en a quelques-uns. Moi, je rêve de projets d'aménagement où on a une cartographie de la qualité du sol avant, en disant ici les sols sont tout pourris, ici les sols sont vraiment de qualité écologique, et ce qui nous permet de réfléchir à l'agencement des lots et des bâtiments. C'était le dernier sujet de la réunion des architectes conseils de l'État à Strasbourg l'année dernière, auquel j'ai participé. Je trouvais ça hyper intéressant qu'ils centrent leur séminaire sur les sols, donc architecture et intelligence des sols. Et on a beaucoup débattu du rôle des architectes sur la préservation des sols. Voilà, sol, dans le métier aménageur, urbaniste, architecte, on parle plutôt de pleine terre. Pour moi, la pleine terre, c'est un sol qui est en continuité directe avec les sous-couches géologiques et avec les nappes phréatiques. Ce n'est pas une dalle de 1 mètre de profondeur. Et cette pleine terre, on a encore du mal à la protéger, même dans les projets les plus vertueux. Alors, ici, c'est la ZAC-la-Vallée à Châtenay-Malabry. Moi, j'aime beaucoup cet exemple d'opération. C'est sur 20 hectares, hein, vous voyez le site, parce qu'il est quand même super vertueux dans le sens où ils déconstruisent des bâtiments et reconstruisent à la place. Donc, on est vraiment dans une démarche d'économie circulaire. Ce sont des matériaux de réemploi pour une bonne partie. Alors, il n'y a pas de biosourcé, c'est dommage, mais par contre, il y a une bonne partie de matériaux de réemploi. Ils ont conservé des espaces verts existants. Donc, les choses sont bien faites quand même. Pour autant, entre l'avant et l'après, on avait 8 hectares de pleine terre. À la fin, on n'en a plus que 5. Donc, on a ajouté quelques dizaines de milliers d'habitants et puis on a perdu quelques hectares de pleine terre. Donc, au final, on réduit la disponibilité d'espace de nature par habitant et c'est du coup un problème. Ça revient à ce que je disais. Là, moi, j'ai vu le projet une fois qu'il était terminé. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas intervenir, alors pas forcément les écologues, mais les compétences en écologie, intervenir en amont pour décider de l'agencement des lots, du nombre de lots. Pour moi, il aurait fallu simplement un lot en moins de 3 hectares, ou alors se dire éventuellement, c'est ce qu'on a proposé ici, pourquoi vous ne choisiriez pas un site ailleurs à désimperméabiliser, l'équivalent de 3 hectares. Ça fait un peu compensation. Mais là, pour le coup, c'était mieux que rien. Et de se dire, on va désimperméabiliser une cour d'école, un parking sur 3 hectares pour au moins avoir 0 perte nette de pleine terre. Un autre exemple de coopération écologue-architecte que j'apprécie beaucoup, c'est le bâtiment l'École des sciences et de la biodiversité à Boulogne-Billancourt. Je fais régulièrement visiter à mes étudiants et puis c'est une école, donc il y a beaucoup d'enfants. En fait, ce qui m'intéresse dans ce projet, alors c'est une structure béton, hein, comme je vous disais, il n'y a pas d'exemple parfait, il faut aller glaner différents trucs partout. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la coopération entre les architectes, Chartier-Dalix, Sophie de Ramon, la pilote du projet, et puis les écologues, Aurélien Duguet dans ce cas-là, pour concevoir ensemble le projet. Et vous voyez qu'ils ont été à la fois innovants sur la toiture végétalisée. Alors innovant, pourquoi parce que c'est une toiture qui essaie de mimer des milieux naturels, qui utilise des espèces locales et qui surtout laisse la biodiversité se développer par elle-même. Pour vous dire, on a fait des inventaires sur cette toiture. Il y avait 44 espèces qui ont été plantées au départ. Et puis après 2 ans, on se retrouve avec à peu près 120 espèces. Donc le bâtiment s'auto-ensemence, si j'ose dire, en biodiversité au fil du temps. Et puis elle est par ailleurs très peu gérée. La deuxième innovation, c'est cette façade en fait, qui a été conçue un peu comme un mur en pierre sèche. Alors on est sur des blocs de béton différents les uns des autres, mais dans lequel ils ont eu cette idée, je ne l'avais pas vu encore, de laisser des infractuosités, de laisser des endroits avec de la terre pour que le bâtiment aussi soit perméable aux graines, aux plantes. Et ça fonctionne. Hein. Après 5 ans, 6 ans même, le bâtiment se végétalise un peu tout seul. Il y a aussi des nichoirs qui ont été intégrés et qui ont été réfléchis avec des naturalistes. Voilà, ça tranche un peu avec les systèmes de végétalisation actuels qui n'ont rien à voir avec la biodiversité, évidemment. Mais ça, je pense que je ne vous apprends rien. Encore une fois, la nature, c'est les systèmes de plaques de sédum. Hein. Moi, j'ai rien contre le sédum, au contraire, c'est des espèces magnifiques. En fait, c'est plutôt contre le système en soi.
On est sur une nature qui est industrialisée, uniformisée au possible. Et finalement, si on utilise ces systèmes-là, on va avoir la même toiture végétalisée à Marseille qu'à Lille, alors que ça devrait correspondre à un contexte local. Donc, c'est embêtant. Je ne crois pas à l'industrialisation de la nature en ville, mais plutôt au cas par cas. On fait une étude en ce moment sur les toitures végétalisées où on montre les différences en termes de biodiversité entre les extensives, les semi-intensives et les intensives, et c'est assez intéressant. Mais par ailleurs, moi, ce qui me gêne ici, c'est le nombre de composants artificiels qu'on a sur ces toitures végétalisées. Je n'ai pas fait un bilan carbone des toitures végétalisées ou une empreinte carbone, mais simplement en relevant le nombre de composants artificiels, on se rend compte que sur beaucoup de bâtiments végétalisés, il y a parfois plus de plastique, de géotextile, de feutre, de métal que de plantes. Et donc, finalement, si faire de la végétalisation, c'est en fait derrière nourrir une industrie de la production de composants plastiques ou d'irrigation, etc., quel est le bénéfice au final? Donc, ça rejoint aussi l'idée de faire de la sobriété et de la frugalité comme à l'échelle de la ville. Voilà, ça c'est une toiture végétalisée que j'apprécie beaucoup, qui a été faite par Philippe Pégère de Nature en Toit. Il y a aussi une coopération intéressante entre biodiversité et architecture, et qui est l'inverse de celle qu'on a vue précédemment. Vous voyez d'ailleurs, en termes de paysage, on a une continuité assez parfaite entre le toit qui est ici, hein, et le milieu naturel derrière. Et puis, cette idée de mimer la nature, ils l'ont appliquée ici, alors déjà en faisant des profondeurs différentes au niveau du substrat pour rompre avec l'uniformité, en créant des habitats spécifiques comme du bois mort pour des insectes ou une petite mare sur le toit. Et puis surtout, une idée qui était intéressante, c'est qu'ils sont allés inventorier les plantes de la prairie d'en dessous, et puis ils en ont prélevé quelques-unes. Ils ont prélevé des plaques de prairie pour les installer sur le toit. Donc une innovation qui me semble très contexte dépendant et pas du tout sortie d'un catalogue finalement. La biodiversité sortie du catalogue, c'est vraiment un problème. Outre la conception, j'en reparlais de la gestion tout à l'heure, hein, mais c'est clé pour moi. Est-ce qu'on est prêt à accepter une nature moins gérée dans les villes et qui plus est dans les bâtiments? C'est pas dit aujourd'hui, mais je trouve que ça bouge pas mal. Alors j'ai mis un exemple encore de toiture végétalisée à Nanterre, qui a été réalisée par Topagé, qui est gérée, mais pas beaucoup en fait, et qui notamment l'été n'est pas arrosée, comme vous le voyez ici sur la photo. Et pour moi, c'est une superbe photo, hein. C'est tellement subjectif, le beau, le moche, mais la nature, ça change de couleur et on devrait être prêt à accepter que ça ne soit pas vert toute l'année. Voilà, un peu à l'image, je ne sais pas si vous connaissez ce parc dont le nom est imprononçable pour moi à Berlin. C'est un ancien réseau ferroviaire, hein, qui est devenu une forêt spontanée, enfrichée, complètement laissée à elle-même. Et je vous invite à regarder les travaux de Dingo Kovarik à Berlin, qui est un botaniste et un pionnier de cette idée du sauvage et de la naturalité sans gestion. Un mot sur tout ce qui va être nichoir, abri à insectes, abri à petite faune. En fait, on est vachement sollicité pour ça. On nous dit, est-ce que vous pouvez nous dire combien je mets de nichoirs, où je les mets, etc. Là aussi, il n'y a pas de réponse simple. On voit beaucoup de gadgets dans les projets. Alors, j'en ai mis un ici qui part vraiment d'une bonne démarche de l'architecte, hein, qui disait j'ai suivi vos préconisations, j'ai mis des nichoirs, etc. Sauf que je montre souvent cet exemple parce qu'en fait, les nichoirs qui sont ici ne fonctionnent pas. Ils sont faits pour aucun oiseau en particulier. Ils ont tous des besoins différents en termes de nichoirs. Et ça illustre pour moi le fait que là aussi, on doit faire appel à des experts en amont. C'est-à-dire, pour être capable de vous dire quel type d'oiseau vole dans le coin, est susceptible de se poser sur le bâtiment, à quel endroit, etc. Il suffit parfois d'une demi-journée d'une expertise naturaliste pour faire les bons choix. Voilà, il y a plein d'exemples. Celui au milieu, c'est la Ligue de protection des oiseaux qui, sur cette base de loisirs à Mignaloux-Beauvoir, a installé des nichoirs à martinets directement sous le préau. Et ça fonctionne très bien. Il y a près de 80% d'occupation des nichoirs, mais il y a eu une étude préalable.
voilà, il y a beaucoup d'espèces qui n'ont pas besoin de nichoirs. En fait, il leur faut un arbre à côté. Ils ne viendront pas forcément dans les nichoirs. Donc là aussi, c'est bon à savoir avant de faire son projet. Un exemple rapide, c'est pas une prise en compte de la biodiversité, mais c'est une prise en compte du cycle de l'eau. Pour moi, ça compte tout autant. C'est Strasbourg, c'est le quartier des rives de Bory, qui est à mon avis terminé maintenant. Alors là aussi, c'est un projet qui est construit sur un milieu humide. Donc vous me direz, il aurait peut-être pas fallu construire ici du tout, en fait. Ça a été fait. Mais ce qui est intéressant pour moi dans la démarche, c'est qu'en fait, préalablement, toujours cette idée du diagnostic écologique, ils ont effectué des simulations de crues, une crue décennale et une crue trentenale, pour modéliser le terrain et le cycle de l'eau. Et ils ont adapté l'agencement des bâtiments, les formes, à ce cycle de l'eau. Et je pense que c'est la même chose pour la biodiversité. Il faut avoir une meilleure connaissance en amont de ce qui existe, sur le site, et puis adapter son projet à ce qu'on a finalement trouvé. En un clin d'œil, une question qu'on nous pose tout le temps, oui, mais si on met plus d'eau dans les projets, il va y avoir plus de moustiques. Alors, ça travaille beaucoup de monde, mais ce n'est pas nécessairement vrai. On manque clairement d'études là-dessus, hein, parce que tout ce qui est ouvrage humide en ville, c'est pas non plus hyper récent. Mais je vous ai mis ici des travaux du GRES, qui est basé à Lyon, hein, et qui a fait des inventaires en fait de moustiques dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales, et qui montre en fait, qui conclut qu'il n'y a pas forcément plus de moustiques dans les ouvrages de gestion des eaux pluviales que dans les ouvrages classiques, voire même moins. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que dans les noues, dans les fossés végétalisés, l'eau s'infiltre rapidement et les moustiques, ils ont besoin d'une eau stagnante pour se développer. Et deuxièmement, si on a une densité végétale abondante, il y a les prédateurs. Et qui dit prédateur dit réduction de la prévalence du moustique. On revient à l'effet régulation dont on a parlé tout au début. Un autre projet que j'adore, qui est l'école des Boutours à Rosny-sous-Bois, réalisé par Emmanuel Pézerès, l'architecte de la ville que vous connaissez certainement, et qui cumule plein de choses, de la végétalisation qui est plus sauvage qu'uniforme, du comestible aussi pour les enfants, et ça a vraiment du sens dans les écoles, et puis l'aspect biosourcé, avec une structure en paille. Et ce qui était sympa ici, c'est qu'ils sont même allés jusqu'aux peintures en fait, à base de liant végétal, qu'ils ont essayé de trouver localement, ça n'a pas été facile. Mais toute la démarche, moi ce qui me plaît ici, c'est la combinaison du coup des enjeux matériaux, alimentaires, biodiversité, eau aussi, parce qu'il y a une cour qui est perméable hormis la voirie ici. Donc on doit aller vers plus de combinaison de ces approches-là. Un autre projet qui a été éclairant pour moi, c'est l'écoquartier du Séquet à Bayonne. L'architecte, c'est Patrick Arrocharen. En fait, je cherche depuis longtemps des quartiers sur pilotis, pas des maisons individuelles, mais montrer qu'on peut faire des bâtiments collectifs sur pilotis par rapport à la question des sols en dessous. Et je pense qu'il n'y a pas 36 alternatives pour épargner les sols dans les villes. Les fondations, c'est la dégradation irréversible des sols. Et donc, les pilotis pourraient être une solution dans certains cas. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que l'architecte a conservé la topographie initiale du site. Donc, il n'y a pas eu de remaniement des blés remblés lors des travaux. En fait, le sol a été gardé tel quel et les bâtiments ont été posés finalement directement comme ça. Alors, est-ce que ça a un intérêt pour l'eau? Oui. Est-ce que ça a un intérêt pour la faune en termes de déplacement sous les bâtiments? Je ne sais pas. Il faudrait aller le vérifier directement sur le terrain. Je l'ai déjà dit, mais comme pour les toitures, pour les façades, biodiversité égale low-tech. Là, on se rejoint complètement entre les partisans de la frugalité, du low-tech et ceux de la biodiversité. Parce que finalement, c'est quand on laisse faire la nature par elle-même que les choses se passent au mieux. Je m'inscris aussi en faux avec le développement des façades végétalisées complexes, des murs végétalisés irrigués qui nécessitent beaucoup d'entretien, beaucoup d'énergie. On est dans l'œuvre d'art dans ce cas-là, on n'est pas du tout dans la nature en ville et dans la biodiversité.
Voilà, j'ai mis à gauche ma plante grimpante préférée, qui est à Paris, dans le 19e. Voilà, quand je suis arrivé en région parisienne, elle était tout en bas. Et puis, ça fait 12 ans, en fait, elle est montée tout en haut. Elle est diversifiée, elle est très peu gérée, sauf, vous voyez, par les habitants, avec ceux qui aiment bien laisser la nature, et puis ceux qui n'aiment pas, ici. Et puis, le coût des plantes grimpantes, c'est 30 € du mètre carré par rapport à un mur végétalisé irrigué, où on est entre 400 et 800. Voilà, je m'arrête ici avec ça, c'est un dernier clin d'œil d'un projet, puisqu'on parle de projet inspirant. C'est un projet qui m'a énormément inspiré en fait lors d'une visite de terrain, que sont ces maisons troglodytes, les Earth Houses en Suisse, à Dietikon, où j'aimais beaucoup. J'ai cherché pendant longtemps des maisons totalement intégrées à leur paysage direct. Alors, on ne peut pas reproduire ça partout, ça coûte très très cher. Mais disons que c'est aussi cette idée d'aller vers des projets qui soient beaucoup plus intégrés à leur environnement direct, et cette idée aussi de liaison sol-toit, en fait, qui nous plaît beaucoup, les écologues, c'est de se dire, est-ce qu'on peut essayer de rompre l'écart qu'il y a entre la toiture végétalisée et le sol en essayant de construire des liaisons sol-toit. Donc voilà, cet exemple m'avait beaucoup plu, et je vous invite à regarder sur Google Earth, en fait, j'ai cherché ces habitations, et puis j'ai mis un moment à les trouver, en fait, parce que c'est tellement bien intégré au paysage, vous voyez que, sauf en zoomant, on ne les voit pas beaucoup, en fait, et on voit bien le rôle ici de toute la végétalisation pour gérer les eaux pluviales qui finissent dans ce bassin central ici. Voilà, c'était mon exemple inspirant il y a 10 ans de ça. Je vous remercie, donc j'en ai terminé pour cette deuxième partie. Voilà, mon credo, c'est essayer de penser les bâtiments et les villes comme des écosystèmes, et on en a fait un petit film avec l'Agence régionale de la biodiversité du même nom, qui est accessible sur notre site internet. Il y a comme ça une série de 4 clips sur la biodiversité dans la ville, la gestion, les solutions fondées sur la nature et la biodiversité dans le bâti. Merci. Merci Marc. Ça invite au voyage, ces images que tu nous as partagées. Alors, on a eu beaucoup de remarques aussi et de questions pendant cette seconde partie. Les Français restent très attachés à la maison individuelle. Avez-vous des exemples de zones pavillonnaires où la biodiversité a été bien traitée? Pensez-vous que le pavillon doit être condamné dans le futur sur la maison individuelle? J'ai pas forcément de réponse. En fait, il y a eu très peu d'inventaires qui ont été faits dans les maisons pavillonnaires. Comme c'est des espaces privés, les inventaires se font souvent sur les projets publics. Donc il faudrait, en fait, moi j'ai des collègues qui pensent que le tissu pavillonnaire, c'est aussi intéressant par rapport à la multiplicité des jardins. Si toutefois, évidemment, les propriétaires n'utilisent plus de pesticides et tombent pas trop leur gazon, mais aujourd'hui c'est interdit pour les pesticides. Et si on limite le nombre de clôtures, moi je milite pour des quartiers sans clôture pour que le vivant puisse se déplacer. Donc le tissu pavillonnaire peut avoir en fait un intérêt en termes de présence de biodiversité. Par contre, il est complètement recalé sur l'aspect consommation foncière de terres agricoles et de milieux naturels. Donc entre le tissu pavillonnaire qui s'étale et la tour énergivore qui monte, je pense que effectivement ce qu'on fait aujourd'hui en termes d'habitat intermédiaire, de diversité de formes urbaines est plutôt intéressant pour trouver un bon compromis entre espaces de nature et densité. Alors, une autre question qui touche peut-être un peu plus la ruralité. Que penser de la tendance urbanistique à concentrer les habitations dans les villages, combler les dents creuses plutôt que d'élargir les zones habitables, sachant qu'il faut répondre à la démographie? Après, un autre exemple plus urbain, à Bruxelles, 25% de la ville est occupée par des zones vertes et jardins qui forment des couloirs biodiversifiés. Mais comment faire sur des villages? Merci pour cette question. Vous avez 5 heures. Je pense que j'arriverai pas, moi seul, et mes compétences limitées, à faire une synthèse des enjeux de l'artificialisation entre le rural, l'urbain et de la démographie en plus. Ce que je dirais, c'est que je pense que chaque région et chaque commune doit faire son propre bilan.
c'est-à-dire où j'en suis en termes aujourd'hui d'espaces verts et d'espaces de nature et par rapport à l'urbanisation. Effectivement, avec des chiffres comme Bruxelles, 25%, ou moi je dis 30% à 45% d'espaces de nature, faisons notre propre bilan pour dire, voilà, ben là on considère qu'on ne peut plus construire. Et là, j'ai encore un peu de marge parce que j'ai beaucoup d'espaces verts, quoi, entre guillemets. Et tant qu'on ne fera pas ce bilan, on ne pourra pas s'en sortir. Pour la démographie, c'est beaucoup plus complexe et je n'arriverai pas à répondre à cette question. Je vous invite, si vous connaissez l'Institut Momentum, qui travaille sur la collapsologie, a publié un rapport qui s'appelle Biorégion 2050 pour l'Île-de-France et qui plaide justement pour une approche de la biorégion, c'est-à-dire ne plus considérer seulement l'aspect administratif, mais aussi les capacités du territoire à apporter ses services écosystémiques et ses fonctions écologiques. Et je crois de plus en plus en cette notion de biorégion. Et on parlait du zéro artificialisation net. Moi, je soutiens plutôt le zéro artificialisation brute, voire le taux maximal d'urbanisation par territoire. C'est-à-dire qu'à un moment, on a trop urbanisé, il faut faire marche arrière. Et puis dans d'autres territoires, peut-être qu'on n'a pas assez urbanisé et qu'on a encore un peu de marge de manœuvre. Ouais, c'est un peu confus, je suis désolé, mais la question est complexe. Alors, il y avait quelques questions d'ordre plus de la pédagogie et de l'acculturation. Donc une question, laisser plus de place pour le sauvage, c'est aussi laisser la place au manque de respect et aux déchets. Quelle place pour l'éducation dans votre discours? Une autre interpellation, il va falloir former et sensibiliser au plus vite les acteurs du paysage de nos milieux urbains afin d'aborder au mieux la technicité et la sensibilité que la mise en place et le suivi de la biodiversité à travers l'installation des techniques de génie écologique. Et enfin, une autre interpellation sur comment faire accepter aux élus et habitants une nature spontanée, une gestion plus permissive dans des villes qui ont une tradition des jardins très entretenus, où l'aspect culturel et patrimonial est fort. Donc voilà, donc des questions de pédagogie à divers niveaux. Tu as 5 heures. Ouais, merci. Mais 3 questions qui touchent en fait à nos perceptions, aux traditions, à l'éducation, etc. Et je pense que l'écologie urbaine, c'est ça, c'est moins un problème d'écologie en fait que de sociologie par rapport au travail avec les gens. Alors sur la première question, l'éducation, c'est quelque chose dans notre agence régionale de la biodiversité qui nous tient vraiment à cœur. Nous sommes le relais du Muséum d'histoire naturelle sur les programmes de sciences participatives. Donc, c'est-à-dire des programmes qui sont faits pour tous les citoyens, des plus jeunes aux plus vieux, de reconnaissance de la biodiversité, reconnaître les espèces. Alors, par exemple, je vous en cite 2, le SPIPOL, qui est le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui consiste avec un appareil photo à prendre en photo les pollinisateurs et puis à les identifier ensuite. Il y en a un qui s'appelle Sauvage de ma rue, qui permet de reconnaître les plantes en bas de sa rue. Tous ces programmes sont faits pour être éduqués à la biodiversité, mieux la connaître et surtout comprendre à quoi elle sert, entre guillemets, pourquoi elle est là, quel est son rôle écologique. Donc je dirais, pour pas que les espaces de nature se transforment en dépôts sauvages, il faut aller dans le sens de cette compréhension et connaissance via les sciences participatives. Donc le portail, c'est Vigie Nature sur le site du Muséum d'histoire naturelle. Enfin, c'est le site Vigie Nature. Le deuxième sur les entreprises du paysage et les paysagistes en particulier, oui bien sûr. Alors moi j'ai fait exprès d'être provocateur aujourd'hui en disant il y a les paysagistes d'un côté qui comprennent rien à l'écologie, puis il y a les écologues, c'est beaucoup plus nuancé que ça dans la réalité. Je pense qu'il y a en fait de plus en plus de paysagistes sur lesquels je m'appuie moi qui s'intéressent à ces questions d'écologie. Qui seulement n'ont pas été formés dans les écoles de paysage. Donc là aussi, la formation va être importante en génie écologique, en ingénierie écologique dans ces écoles de paysage. Et puis, il y a des organismes qui travaillent là-dessus. Je pense notamment à Plantécité, l'Institut du végétal en ville, qui met à disposition énormément de ressources et d'accompagnement pour les paysagistes, pour qu'ils passent un peu du métier classique vers le métier lié à la biodiversité. Et enfin, les élus. Alors oui, ça, il faudrait être anthropologue et sociologue pour répondre à la question, mais celle des traditions, elle est vraiment pesante. C'est vrai que parfois, on s'oppose simplement sur une vision idéologique du propre, du sale, du laid, du moche,
du lait, du veau, pardon, et pas du tout sur des bases, sur des faits scientifiques. Et donc là, c'est très compliqué. Nous, depuis 3 ans, on organise des formations pour les élus à la prise en compte de la biodiversité dans leurs projets, à cette question du sauvage et du spontané. Bon, ben, ça prend avec certains, ça prend pas avec d'autres. Je pense que des domaines que je connais pas, mais tout ce qui va être intelligence collective, co-construction, co-création, peut aussi aider dans ces cas-là. C'était une des remarques qui nous arrivait aussi sur la nécessité de monter des équipes pluridisciplinaires et qui sont bien évidemment plus évidentes à l'échelle amont, notamment dans les grands projets. Donc oui, comme tu le disais, de tenir compte de ces sujets-là en amont des projets et que ça ne vienne pas se rajouter comme un voile sur des projets qui ont déjà été programmés. On avait une question aussi de pleine actualité. Que pensez-vous de l'aménagement d'entrepôts sur une terre agricole de 250 000 m², sans le citer Amazon? Il y a tant de friches industrielles à reprendre. Voilà, donc c'est juste petite information. C'est un sujet d'étude, un cas d'école qu'on étudie en formation des DQE sur justement l'intrication de tous les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Ouais, mon avis, je pense qu'il est partagé par beaucoup de gens, c'est que dans un contexte où on nous parle du zéro artificialisation nette, où on a un rapport de l'IPBES qui dit qu'un des premiers facteurs du déclin de la biodiversité dans le monde, c'est l'extension urbaine, alors que ça soit sur des terres agricoles ou autres, hein, c'est pas la question. Je pense que le modèle effectivement de développement d'entrepôts logistiques, qui plus est très peu efficace en utilisation de foncier, est complètement dépassé. Voilà. Donc, sans même être militant, mais avec un regard scientifique, je pense qu'il faut qu'on agisse pour la fin des entrepôts logistiques à perte de vue et repenser un modèle d'entrepôt plus dense aussi, hein. On parle beaucoup du logement, mais est-ce que les plateformes logistiques plus denses, ça peut exister? Et au-delà de ça, évidemment, tout ce qui va être pour la relocalisation des activités, la reconquête des centres-bourgs avec les petits commerces, etc., pourra d'autant plus diminuer ces impacts-là. On avait juste une remarque aussi sur le quartier du Bourry à Strasbourg, qui est sur pilotis et vide sanitaire. Voilà. Oui, j'ai oublié de le dire, effectivement, la partie qui a les pieds dans l'eau est sur pilotis, donc c'est aussi super intéressant. Sur ce quartier-là, on nous signale qu'il avait fait l'objet d'un concours de la communauté urbaine de Strasbourg qui était organisé pour les 2 écoles d'architecture et que ça peut évidemment aussi être un moyen d'avoir des approches diverses, de se former et de sensibiliser aussi les futurs maîtres d'œuvre. On a je ne sais pas si tu l'as cité, Marc, une question sur la formation des élus, à quelles échelles elles se font. Je pense qu'on retrouve les infos sur le site de l'association. Oui. Formation élue qui s'appelle Valoriser la nature en ville, qu'on propose à l'Institut Paris Région. On est sur toutes les échelles, hein, élus communes, que ce soit rurales comme urbaines, et collectivités, communautés de communes, communautés d'agglo. Et toujours sur les questions d'éducation, à quand la notion d'éco-sociabilité, éduquer l'humain à évoluer dans son écosystème et de la limitation de son impact sur son écosystème. Oui, pardon, je m'étais trompé de micro. Oui, bien sûr. De toute façon, on voit bien dans les débats politiques, dans les débats d'actualité, qu'il y a un grand intérêt à faire converger les questions sociales et les questions écologiques. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. On ne réglera pas la crise écologique sans d'abord s'occuper de l'humain. Donc, j'aime beaucoup le terme d'écosocialisme, sans forcément qu'il soit rattaché politiquement, mais le fait de relier les deux. Donc, moi, je peux être que d'accord. Et
pour revenir à ce que je disais au début sur la biodiversité, elle est un peu en retrait entre les termes, en retrait par rapport aux autres thématiques environnementales, comme le climat, etc. Pour autant, ça minimise pas du tout le rôle des autres thématiques. Et en fait, au final, il faudrait qu'on parle plus seulement de santé globale de la biosphère, santé globale de notre environnement, et plus du tout de un plan climat, un plan biodiversité, un plan air, un plan énergie. Bientôt, on aura plus de plans que de thématiques environnementales, plus de départements dans les collectivités que de thématiques environnementales. Au final, c'est la santé écologique, la qualité écologique du territoire et de la biosphère qui compte. Et voilà, moi je prône dans les collectivités, on a vu ces dernières années, grâce notamment à l'opération Capitale française de la biodiversité, que celle qui avance le plus, c'est celle qui crée un service d'écologie urbaine qui est transversal aux autres services et qui n'ont plus seulement un référent énergie, un référent biodiversité, etc., qui travaillent en silo, mais cette idée d'écologie urbaine et d'aborder les questions en transversalité. Merci. Alors, on a une question qui est qui est en lien avec l'actualité. Y a-t-il un risque sanitaire à faire pénétrer une faune sauvage en milieu urbain? Covid-19 par exemple. Comment contenir ce risque s'il existe? Alors, c'est encore une question. Moi, je ne suis pas devin sur ce qui va se passer et par ailleurs, le niveau de complexité du vivant fait que c'est difficile de prévoir. Par contre, je suis totalement certain que la nature dans les villes et le sauvage dans les villes n'est pas un risque. Au contraire, alors je ne sais pas si vous avez vu passer dans l'actualité, il y a eu une tribune signée par le maire de Neuilly ainsi qu'un médecin de l'éthique qui était à charge contre la nature en ville. En disant que, en s'étendant trop près des milieux naturels, etc., enfin, en disant que la nature en ville, en gros, était le problème. Le muséum, heureusement, a fait une réponse à cet article en disant que les bénéfices surpassent les problèmes liés à la nature en ville et que par ailleurs, on a parlé de ce rôle régulateur. Pour faire venir le sauvage en ville, c'est pas faire venir que les mauvaises espèces, c'est faire venir aussi leurs prédateurs. Donc tout ça aussi se contrôle d'une certaine manière. Donc, moi, je dirais pas du tout d'inquiétude. Bon, en plus, si vous regardez en Europe, alors à Paris, vu la densité et la perméabilité de la ville, il y a quand même pas énormément d'espèces sauvages, entre guillemets. Dans des villes comme Berlin, comme Londres, les renards, les sangliers viennent jusqu'au centre-ville, etc. Il n'y a pas de problème sanitaire vis-à-vis de ça. Donc, pas du tout inquiet par rapport à ce que peut nous apporter la biodiversité dans la ville, au contraire. Merci Marc. On a des questions aussi sur les références que tu cites. On vous les enverra dans le mail qui donnera accès à la vidéo de la présentation. Donc on vous mettra les liens dont Marc a parlé pendant cette bulle. Donc on va conclure pour respecter le timing. C'est pas évident parce qu'il y a encore des questions qui arrivent, mais voilà, on fera un retour à Marc aussi des dernières remarques. Donc merci d'avoir animé cette deuxième bulle avec poésie, avec fraîcheur. Tu nous as fait voyager aussi, et c'est une bulle qui nous a donné à réfléchir sur notre rapport au vivant, la place qu'on lui donne dans nos modes de concevoir la ville et l'habitat, et qui nous offre de belles inspirations aussi pour les prochains projets. Et comme tu le suggères, si on pensait les bâtiments et les villes comme des écosystèmes, et en amont des projets, en pluridisciplinarité et en intégrité en faisant avec l'existant également. Et on sent bien que le contexte actuel peut changer notre rapport aux espèces vivantes qui partagent nos espaces et pourquoi pas notre vision de la ville. Alors, pour illustrer tous ces propos, nous vous soumettons la pensée d'Antonin Yuji Manaino, architecte, pensée qui a été rapportée dans le journal d'architecte en date du 24 avril 2020. Et on remercie au passage une de nos stagiaires, Marie, pour ce beau partage. Donc, la ville doit redevenir un environnement propice à l'éclosion et à la prolifération naturelle de la vie. Et sur ce point, les architectes sont en première ligne. Être architecte et aimer, observer les oiseaux participe en effet de la même impulsion.
regarder le monde, être sans cesse à l'affût de son changement, avoir les sens éveillés et toujours liés à l'environnement dans lequel nous sommes et au territoire que nous partageons entre vivants. Et on vous donne rendez-vous, on vous enverra la référence vers toute la tribune, bien sûr. Et on vous donne rendez-vous, toujours dans cette dynamique de bulles effervescentes, à poursuivre ensemble la semaine prochaine avec 2 bulles. La première, ce sera avec Vincent Cogliati, qui est ingénieur, sur la thématique passif vs positif. Ce sera mardi matin, donc les bulles de la semaine prochaine auront lieu de 10h30 à 12h. Le jeudi, avec Samuel Courget, expert en éco-construction sur la réhabilitation énergétique. Puis la semaine d'après, mardi, avec Dominique Gauzin-Muller sur la construction en terre crue. Et l'ensemble de la programmation est disponible sur le site Faire Ensemble et Autrement, donc le site par lequel vous êtes passé pour vous inscrire, avec des sujets qu'on met à jour au fur et à mesure et qui, pour certains, ont été évoqués aussi aujourd'hui sur tout ce qui est gestion durable des eaux de pluie, aspects paysagers, santé environnementale, réemploi, etc. Voilà, donc les replays vidéo des webinaires sont visionnables sur notre site, donc www.faireensembleetautrement.eu et sur la chaîne YouTube La Scope Les Deux Rives. Voilà, au nom de toute l'équipe, on vous souhaite un très joli week-end du 1er mai et célébrons cette fête du travail avec son avènement depuis peu numérique. Célébrons aussi le droit d'expression et le muguet.